tous, bienvenue mesdames, messieurs. Affaire complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Depuis le 7 décembre au petit matin, le constitutionnaliste de renom international et opposant politique Joël Aïvo sait à quoi s'en tenir. 10 ans de prison ferme et 45 millions de francs CFA d'amende. Tel a été le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le collège d'avocats du principal mis en cause, tout déçu, dénonce une absence notoire de preuves et un dossier vide. Condamnation de Joël Aïvo, la juste sentence ou un verdict extraordinaire. Regard croisé tout de suite. Alors, ça devrait être croisé. Mais nous recevons pour vous le professeur Georges Banabé Gbagbo, ancien doyen de la FADEPS. Il est avocat au barreau du Bénin, l'un de ceux ayant constitué le collège d'avocats et accompagné le mis en cause. Professeur Georges Banabé Gbagbo, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Etondi. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour votre invitation. En tout cas, c'est un devoir. On veut plus comprendre. Et la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est cette déclaration qu'on a pu entendre de l'une des porte-voix de ce collège, Robert Dossou, pour ne pas le nommer. Le collège n'est pas surpris, voilà. Pas surpris par le verdict, mais très déçu. Ça rime à quoi? Oui, on n'est pas surpris d'abord parce que c'est la CRIET. Et toutes les décisions de la CRIET, bon, ça ne surprend plus. C'est pas la première fois que la CRIET envoie quelqu'un au bagne. Mais déçu parce que nous avons suivi à la barre l'instruction, même si l'instruction a été faite à charge contre le professeur Joël Aïvo, nous avons suivi toutes les questions, toutes les réponses. Et même ceux qu'on a accusés d'avoir tenté un coup d'État, enfin, ou bien qui auraient décidé d'aller vers un coup d'État, on les a tous écoutés. Et après 10 heures d'instruction à la barre, nous avons compris qu'on était venu perdre notre temps. Comment ça? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de sérieux dans le dossier. Moi, j'avais commencé par écrire, en première phrase, la montagne a accouché d'une souris, d'une petite souris ridicule, d'une souris mort-née. C'est comme ça que je voulais commencer ma plaidoirie. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Les gens vous disent, nous, on ne voulait pas faire un coup d'État. Nous voulons escroquer un certain Ouédanou Arnaud. On reviendra peut-être sur ce Ouédanou Arnaud. Parce que c'est autour de lui que tout tourne. Oui. C'est lui qui aurait blanchi des capitaux. C'est lui qui aurait fomenté un complot contre l'autorité de l'État. Et bizarrement, d'ailleurs, on ne parlait que de lui. C'est comme l'Arlésienne. On ne le voit pas. On n'entend rien de lui, on ne sait même pas qui il est. Vous attendez à le voir, quelqu'un qui est en cabale? Vous savez, lorsque les gens sont en cabale, oui. Il y a une procédure contre ceux qui sont en cabale. On les condamne au moins par contumace. Et ce qui est bizarre, c'est que ce Ouédanou, excusez-moi le terme, son nom, ce Ouédanou n'a jamais été inquiété, rien du tout. C'est comme si c'est lui qui est autour de tout autour de lui, mais rien du tout. Alors la déception, je reviens sur le mot déception, ce n'est peut-être pas tout ça là, mais la déception, c'est que nous avons suivi à la barre tout ce qui s'est passé. Et tout le monde a parlé. Alors, on ne voit pas vraiment comment on peut condamner quelqu'un qui n'a rien fait. Qu'est-ce que vous appelez qui n'a rien fait? Qui n'a rien fait parce que le complot dont on parle. Mais les militaires, les deux militaires, un ancien militaire et un militaire qui est au camp Guézo, qui est à l'infirmerie du camp Guézo, les deux ont expliqué qu'ils ne pouvaient même pas faire un coup d'État. Ils n'ont même pas les éléments pour faire un coup d'État. On leur a donné 1 900 000 francs qu'ils ont demandé, mais ils se sont partagés les sous. Ils ont dit à ce Ouédanou qu'ils vont acheter telle chose. Ils n'ont rien acheté. Ils vont acheter une moto, ils vont acheter ceci, cela. Ils n'ont rien acheté, ils ont partagé les sous. Et ils ont même dit à la barre, nous ne voulions pas faire de coup d'État. Notre plan, c'était d'escroquer M. Ouédanou. Ils l'ont répété du début jusqu'à la fin. Ça, c'est pour le complot contre l'autorité de l'État. Pour le blanchiment de capitaux également,
On vous dit que ce Ouédanou-là doit 1 milliard et quelques à l'État et personne ne sait ça. Et même les gens du fisc qui étaient là pour témoigner, mais trouvaient que non, on ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas savoir que ce monsieur avait blanchi, n'avait pas payé et ses impôts. Et comment voulez-vous que si eux qui sont là ne peuvent pas savoir, comment voulez-vous que le professeur Aïvo sache que ce Ouédanou-là n'aurait pas payé ses impôts et que ce serait avec les sous-là qu'il aurait aidé peu ou prou. Parce que même, à vrai dire, le professeur Aïvo Frédéric Joël l'a dit, je ne connais pas Ouédanou, je ne l'ai pas connu. C'est pas l'intermédiaire d'un colonel qui n'est plus malheureusement, qu'il est rentré dans mon équipe. Et comment, je ne sais même pas. C'est vrai que nous avons organisé quelque chose, un meeting à Calavi, et il aurait participé à ce meeting-là. C'est en ça qu'on m'a parlé de lui, et moi je l'ai remercié parce que les sorties que je faisais, c'était la sortie qui avait le plus drainer de monde, parce que paraît qu'il aurait mis un peu d'argent là-dedans. C'est tout ce que je sais de lui. Et maintenant, on dit que c'est lui, le blanchiment de capitaux. Mais ce n'est pas Aïvo qui est auteur de blanchiment de capitaux. Ce n'est pas lui qui a fait complot ou je ne sais pas quoi contre l'autorité de l'État. Et pourtant, c'est lui qui écope de 10 ans d'emprisonnement ferme et de 45 millions d'amendes, n'est-ce pas, à payer dans les caisses de l'État. Alors, pour tirer conséquemment les oreilles, éviter que de tels actes ne se produisent, parce que là, on est à l'étape d'intention, comme vous l'avez mentionné, est-ce qu'on aurait pu faire autrement vraiment? Le Ouédanou est en fuite, mais voilà des faits annoncés qui sont des faits suffisamment graves. Vous savez, d'abord, pour planter le décor, je vous ai dit tout à l'heure, on a instruit le dossier devant nous tous. C'est ça, c'est la procédure. On inscrit la procédure des assises. On instruit le dossier devant nous. Seulement que maintenant, à la Criette, il n'y a plus de jury. On a voulu ça comme ça. Bon, tant mieux ou tant pis. Donc, il n'y a pas de jury. On a instruit le dossier devant nous. Au moins, tous les avocats étaient là. Le procureur spécial également était là. Le dossier a été instruit. Et tout le monde s'est aperçu de la vacuité du dossier. Il n'y a rien dans ce dossier. Même ceux qu'on a pris comme comploteurs vous disent non, on ne voulait pas faire de coup d'État. C'est l'escroquerie notre problème. Eux aussi, ils ont pris 10 ans. À ce niveau, justement, oui. Ça aurait pu être leur parole contre celle de Ouédanou, qui malheureusement n'était pas là-bas. Alors, c'est ça le problème Ouédanou. Le problème Ouédanou, une procédure normale, oui. Lui aussi, n'est-ce pas, aurait été poursuivi. Même s'il n'est pas là. On allait arriver par contumace. On allait le condamner par contumace. C'est bizarre que ce Ouédanou, personne ne sait qui il est. Même Aïvo dit qu'il ne sait pas qui il est. Personne ne sait qui il est. C'est comme un fantôme qui apparaît et qui disparaît. Et ce qui est bizarre, cette cour-là n'a pas cherché, n'est-ce pas, à au moins savoir qui est Ouédanou. Il est né quand? Il est né où? Qui est son père? Qui est sa mère? Rien du tout. Pourtant, c'est les questions simples qu'on pose à tout accusé devant une cour. Rien du tout. Rien, on ne sait rien de lui. On ne l'a même pas condamné. Il devait être condamné tout au moins par contumace. Ou alors envoyer un mandat d'arrêt, etc. Rien de tout cela. Alors, à la fin, nous, on se pose la question. Ce Ouédanou Arnaud, il est qui? C'est d'abord là que la question se pose. Quand vous parlez en ces termes, c'est à croire que le dossier n'est pas clos. Pourquoi chercher encore à savoir qui est Ouédanou? Parce que le verdict est tombé. Parce qu'on n'a pas voulu savoir qui est Ouédanou. Et c'est là où ça inquiète. Qui n'a pas voulu savoir? Mais déjà la cour, le procureur spécial qui a tout le dossier en main, qui n'a jamais cherché à savoir qui est Ouédanou. C'est comme s'il connaissait qui était Ouédanou et qui ne veut pas le poursuivre. C'est l'impression qu'on a à la fin. Qui est Ouédanou Arnaud, autour de qui tout tourne, que ce soit le complot contre l'autorité de l'État, que ce soit le blanchiment de capitaux, c'est Ouédanou Arnaud. Ce n'est pas Aïvo. Et d'ailleurs, en droit pénal, avant de pouvoir condamner quelqu'un, il faut lui imputer
les infractions, les crimes dont on parle, il faut pouvoir lui imputer. Imputer, c'est mettre ça à sa charge. Mais c'est à nous à qui on doit imputer ces deux infractions, complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux. Ce n'est pas Aïvo. Et nous sommes surpris que ce soit Aïvo qui endosse justement cette imputation. Comment on peut imputer cela à quelqu'un, mais qui n'est pas directement... Vous savez, le droit anglais, chez les Anglais, on demande des preuves directes et les preuves indirectes. Et celui qui est d'abord fautif directement, c'est d'abord lui. Vous allez voir dans les feuilletons américains, quand on condamne, on dit, bon, voilà, il est criminel à un premier niveau, à un second niveau, à un troisième niveau, etc. Mais nous appliquons le droit français par ici. Oui, mais le droit français, c'est... Disons que et le droit français et le droit anglais dérivent tous du droit romain. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est le même principe, n'est-ce pas? Mais c'est pour vous dire que l'imputation, ça c'est le thème français. L'imputation, c'est un mot français qui veut dire que celui qui a commis l'infraction, on puisse mettre ça à son cou. Vous savez, c'est comme quand on était à l'école primaire, on parlait, il y a le signal, et si on parle les langues nationales, je ne vais pas dire vernaculaires, parce que ça veut dire les langues des esclaves. Alors, lorsque vous parlez les langues nationales, on prenait le signal, on vous mettait au cou. On vous imputait ce signal-là, c'est à votre cou. C'est la même chose. Quelqu'un ne peut pas parler une langue nationale, et on va aller mettre le signal au cou d'une autre personne. C'est pas possible. Parce que ça arrive, on parle d'injustice. Voulez-vous dire que dans le cas d'espèce, on a assisté non à une justice, mais à de l'injustice? Mais c'est clair, monsieur Yetondi. Ce n'était pas là. D'abord, il faut dire que la criette, vous savez, je ne suis pas étranger à la criette. Vous l'avez souvent dit, hein, oui. Sur plusieurs plateaux d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, cette criette-là, il faut dire la vérité. Ce qui est triste même, c'est que les règles, n'est-ce pas, sont déviées complètement à la criette. Dans le cas précis, y a-t-il eu de règles déviées? Dans le cas précis, comme dans les autres cas. Comme vous l'avez dit, on peut comprendre, mais bon, au-delà. Comme dans les autres cas. Quand je prends, excusez-moi, le dossier Sébastien Diavon, le procureur spécial arrive, il requiert 20 ans d'emprisonnement ferme, et puis le juge aussi, il emboîte la même trompette, et lui aussi, il dit 20 ans d'emprisonnement ferme. Ça a été comme ça régulièrement pour tout. Alors que normalement, le juge judiciaire, le juge du siège, il n'est pas tenu de suivre les réquisitions du procureur spécial. Pas tenu, mais il peut. Il peut se le permettre. Il pourrait. Voilà. Parce que, vous savez, il y a... Et pourquoi trouvez-vous la coïncidence bizarre? Mais depuis longtemps, c'est ça. Lorsque le procureur spécial dit 10 ans, le juge aussi dit 10 ans. Lorsqu'il dit 50 millions d'amende, bon, le juge peut peut-être égratigner un peu, mettre ça à 45 millions. Alors vous croyez que c'est ça la justice? Le procureur il est dans son rôle, c'est vrai. Mais le juge judiciaire également est dans son rôle. Et lui, il est garant, n'est-ce pas, de l'indépendance de la justice. Il est garant, je dirais, de tout ce qui peut, des libertés fondamentales, le juge judiciaire. Et lorsqu'une liberté, comme la dernière fois, pour le cas d'Aïvo, la liberté fondamentale, là, c'est la présomption d'innocence. Et donc, ils doivent, comme dit les textes, ils doivent instruire, surtout lui, le procureur, le juge du siège, il doit instruire à charge et à décharge. Ce qui n'a pas été le cas. Et lorsque le procureur requiert, vous allez voir que dans toutes les justices, partout, lorsqu'on requiert, on dit non, ce n'est pas encore ça. Parce que parfois, les gens qui ne le connaissent pas disent, bon, 20 ans, on est donné, mais non, ce n'est pas encore ça. C'est après que le juge même dit la vraie peine qui correspond à l'infraction, n'est-ce pas, concernée. Et ici, justement, le juge judiciaire, le juge du siège, c'est-à-dire les 3 juges, le président et les 2 assesseurs qui composent cette cour-là, mais ne fait que suivre. Et ne fait que suivre, surtout en matière politique, ne fait que suivre le procureur spécial. C'est comme si la chose a été préparée ailleurs, puisque le procureur spécial, lui, il dépend directement de l'exécutif. Donc c'est comme si ça a été préparé par l'exécutif, on remet ça au procureur spécial, il vient, il requiert, parce que lui, bon, c'est vrai qu'on dit que la plume est serve, mais la parole est libre. Malheureusement, chez nous, la plume est serve, la parole aussi est serve. Donc,
son supérieur hiérarchique, qui est peut-être le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, ou je ne sais pas quoi, le procureur général, en tout cas, il est, n'est-ce pas, dans un lien de dépendance hiérarchique. Lorsqu'on lui dit, voilà vos réquisitions, lui vient, il déroule ses réquisitions. Parce que ça vient d'ailleurs, ça vient de ses supérieurs. Mais le juge judiciaire, lui, il est indépendant. C'est comme ça que c'est fait. Il ne doit pas suivre lorsqu'il voit que le procureur spécial, n'est-ce pas, est dans un lien de dépendance et ce qu'il déroule n'est en rien conforme à la procédure, à l'instruction. Mais évidemment, lui, il prend sa distance parce qu'il est indépendant. C'est comme ça que c'est fait. Il est indépendant et lorsque l'autre dit 10 ans, mais le juge judiciaire peut acquitter. Quand il voit qu'effectivement qu'il n'y a rien. C'est ce que nous croyons justement avant-hier. Alors, l'avocat n'est-il pas dans son rôle lorsqu'il dit qu'il n'y a rien? Lorsque dans sa réquisition, le procureur spécial cite un certain nombre d'éléments, les accointances, les faits énoncés par les uns et les autres, même si par la suite ils disent l'intention c'est d'escroquer, mais le mot coup d'État aurait été annoncé et pour le procureur, on ne peut pas banaliser cela. Jusqu'à en avoir la preuve, ce dernier conclut, puisqu'il y a quelque part des accointances, Joël Aïvo pourrait être bien bénéficiaire du crime qui est en préparation. C'était de conclure que 10, c'est à défaut de 20, vu que l'homme n'est pas directement concerné. Est-ce qu'il n'a pas pu couper la poire en deux là? Non, parce que déjà, ceux qui sont les auteurs, les présumés auteurs du complot contre l'autorité de l'État, du complot contre le coup d'État, mais ceux-là disent, nous n'avons jamais rencontré Aïvo Joël. C'est seulement devant le commissaire de la BEF, à la BEF, que nous l'avons vu pour la première fois, en garde à vue. On ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Ils ont dit ça, ils ont répété ça. Et à la barre, ils l'ont aussi dit. On ne le connaît pas. Donc déjà ça. Maintenant, il paraît qu'on a découvert, chez l'un des comploteurs, les 10 comploteurs, on a découvert un programme, un discours-programme qu'on va lire à la... Pourquoi dites-vous il paraît? Mais il paraît parce que je ne peux pas être sûr de ce qui se dit, puisque les gens... Cela ne vous a pas été brandi? Vous savez, ces gens disent ils ont quel niveau d'instruction? Quelqu'un dit qu'il a fait jusqu'au CM1. Et vous pensez que ces gens peuvent écrire ce genre de discours? C'est pourquoi je dis il paraît. En tout cas, on a découvert chez l'un d'eux un programme, un discours-programme. Oui, vous n'avez pas vu le discours-programme? Ils ont lu. Et vous n'êtes pas rassuré? Non, vous savez, nous, on a été de tous les coups d'État au Bénin. Vous savez que le Dahomey était réputé le pays des coups d'État. Nous savons ce que c'est qu'un coup d'État. Lorsque les coups d'État se font, c'est avec des chars. Quand on quittait Ouida pour la présidence, etc. Je fais allusion au coup d'État de l'AIP, etc. Enfin, l'un des derniers coups d'État que nous avons eus, qui ont réussi, je crois que c'est quand même quelque chose de plus lourd que cela. Donc, ce n'est pas parce qu'on a mis peut-être un discours-programme chez un comploteur que c'est M. Aïvo. Vous dites des choses aussi graves, hein? Vous dites c'est pas parce qu'on a mis... Oui, parce que le gars dit, j'ai un niveau de CM1. Alors, le discours, on l'a lu, mais ce n'est pas un niveau de CM1, ce discours. Oh, c'est ça. C'est quelqu'un qui a dû le rédiger. Mais ce n'est pas Aïvo qui a... Puisque le gars dit, je n'ai jamais vu Aïvo de ma vie. Et comment est-ce qu'Aïvo peut rédiger un discours pareil qui va se retrouver chez lui? C'est pas possible, il n'a jamais connu. Et ce qui est triste encore, c'est les approximations. Lorsque vous prenez l'arrêt de renvoi, mais vous tombez des nues. Nous sommes en matière pénale, en matière criminelle. C'est la vie des gens qui sont en cause là. Et on s'amuse, dans l'arrêt de renvoi. On s'amuse. On dit voilà, celui-là, celui qui devait prendre le pouvoir, c'est Aïvo. Parce que ça correspond le portrait type d'Aïvo. Parce qu'on a dit que celui qui doit prendre le pouvoir, c'est un intellectuel. Donc, c'est Aïvo qui est l'intellectuel. On lui a posé la question. Il a dit vraiment, vous m'accordez trop d'importance. Donc, dans tout ce Bénin-là,
on parle d'un intellectuel, c'est moi. Je suis le seul intellectuel. Même dans cette salle, je suis le seul intellectuel. Mais pourquoi vous pensez que ça doit être Aïva? Pourquoi lui imputer alors qu'on n'a aucune preuve? On dit, si vous voulez, je peux vous citer la partie, pour ne pas perdre trop de temps. Mais on dit dans cette histoire-là que, voilà, attendu que l'homme décrit dans ce document correspond au portrait de Frédéric Joël Ayekobinu Aïvo. Mais attendu que l'homme décrit dans ce document correspond au portrait de Frédéric... Soyons sérieux. On veut nous faire... C'est-à-dire, je crois que c'est Voltaire qui, écrivant Rousseau, dit qu'il prend envie de marcher à quatre pattes lorsqu'on lit votre ouvrage. Vous nous rendez bêtes quand on lit votre ouvrage, c'est ce que disait Voltaire à Rousseau. On est dans le même esprit ici. Attendu que l'homme décrit dans ce document correspond au portrait de Frédéric Joël Ayekobi Aïvo. C'est comme ça qu'on condamne les gens. Qu'il n'en faut pas davantage pour considérer que Frédéric Joël Ayekobinu Aïvo est le bénéficiaire unique et direct du complot contre l'autorité de l'État projeté par ses partisans auxquels il a donné caution. Alors quand vous voyez des choses comme ça qui sont écrites, vous vous dites, mais est-ce qu'on est sérieux? C'est le Bénin, quartier la tête de l'Afrique, où il y a des intellectuels et on vous sort des choses comme ça. Vous avez un document dans lequel les gens disent que, qu'est-ce qu'ils ont raconté, qu'ils vont remettre le pouvoir, c'est des militaires, il paraît, qui vont remettre le pouvoir à un civil, patriote, probe, intellectuel, de grande renommée internationale et capable de conduire la République du Bénin au rétablissement de l'ordre démocratique et constitutionnel. Alors, est-ce que c'est Aïvo, ça? On vous dit que c'est Aïvo, c'est pas... Mais quand même, soyez sérieux, c'est comme ça qu'on fait des enquêtes. Il faudrait que dans cet écrit, on ait mis noir sur blanc, nous allons remettre le pouvoir à Joël Aïvo. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est le détail qui aura manqué. C'est un grand détail. Mais on dit à un intellectuel probe. Moi, je ne suis pas probe. Je suis intellectuel. Je suis probe. Mais je veux le rétablissement de l'ordre démocratique constitutionnel, moi aussi. Pourquoi ce n'est pas Bango qu'on a mis qui serait là? Pourquoi c'est Aïvo? Elle va lui a dit ça. Elle va lui dire, mais vous me considérez trop, vous me donnez trop d'importance. Si les gens ont fait leur truc, ils ont leurs documents, ils ont mis tout ce qu'ils veulent là-dedans. Mais pourquoi vous voulez que ça soit moi? Et il y a eu des manifestations, d'ailleurs, il paraît, et les gens ont mis des pancartes, et ils ont mis, il nous faut un militaire au pouvoir, le pouvoir, l'armée. Alors, Aïvo, il est dans l'armée. Et les gens vous disent, même tout ça qu'on a fait là, c'est pour avoir de l'argent chez monsieur Fouidano. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Nous, c'est pour lui envoyer des photos pour dire, voilà, on a fait ce que tu as demandé. Alors, voilà le problème. Est-ce qu'on va dire que c'est Aïvo, Frédéric Joël Ayekobinu Aïvo, qui est l'homme décrit dans cette histoire-là? Ça peut être moi. Mais bon, je suis propre. Enfin, demandez à tous ceux qui me connaissent, je crois que j'ai été doyen à la fac de droit. Je crois que j'ai été propre. J'ai été propre. J'ai fait des choses où tout le monde peut aller constater. Donc, pourquoi voulez-vous que ça soit lui? Il y a des milliers de Béninois qui sont des intellectuels, qui sont propres. Et qui auraient pu occuper ce poste-là. Et c'est sur cette base-là qu'on condamne Aïvo à 10 ans d'emprisonnement ferme et à 45 millions d'amende. Voilà, est-ce que c'est sérieux? C'est là votre déception. Non, mais ça c'est vrai, il faut être déçu, on est vraiment déçu. On connaît la criette, d'accord, mais bon, on n'est pas surpris. Mais on est déçu quand même parce que nous avons tout suivi. Il y a eu 10 heures d'instruction là-bas. Et nous avons eu le temps de constater qu'il n'y avait rien dans le dossier, rien. Le procureur spécial n'a pas pu, n'est-ce pas, démontrer... C'est ça là? C'est des choses comme cette démonstration, ça? Est-ce que c'est une démonstration, monsieur? Mais pourtant, monsieur Fouidano n'est pas un fantôme. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Oui. L'homme, à un moment donné, aurait même participé d'une manière ou d'une autre à une activité qui aurait bénéficié à monsieur Joël Aïvo, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes d'accord, il y a eu une activité laquelle l'homme a d'une manière ou d'une autre participé. Oui, mais vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. On peut mettre une taupe derrière Aïvo pour que cette taupe-là fasse ce que Fouidano a fait. La preuve, c'est qu'on ne veut même pas le poursuivre, ce Fouidano.
ça veut dire quand même qu'il est du côté de ceux qui, n'est-ce pas, sont en train de condamner Aïvo. C'est-à-dire, vous assimilez, M. Ouédanou, à une tour. Concrètement, Ouédanou devait aussi être condamné par contumace. On aurait pu envoyer un mandat d'arrêt, n'est-ce pas? On en a fait à beaucoup de personnes ici au Bénin. Il y a ce que vous appelez aussi des erreurs judiciaires. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on est sur cette piste-là? Vu la gravité des faits, les éléments qu'on a déjà, un élément sans doute de taille, mais qui manque, et il faut quand même trancher. Vous savez, Aïvo a passé 8 mois. Enfin, il a déjà passé 8 mois. Oui. Et il y a eu des enquêtes pendant 8 mois. Et c'est ce qu'on nous reproche. Même dans le dossier Sébastien Adjavon, mais la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle dit, mais écoutez, vous n'avez fait aucune enquête. Parce que c'est sur l'enquête que repose les condamnations. Vous n'avez fait aucune enquête sérieuse et vous condamnez la personne. C'est la même chose ici. Pendant 8 mois, on n'a fait aucune enquête. Nous, on est parti chaque fois. Peut-être qu'il faut ajouter un qualificatif. Vous direz pas aucune enquête. Les éléments brandis, ce sont des éléments d'enquête. Vous trouvez que ce ne sont pas des éléments suffisants. Peut-être. Que nous sommes parlé de lire, nous n'avons vu que des PV dans le dossier. Que des PV. Essentiellement. Que des PV. Mais vous ne pouvez pas sur la base des PV, des trucs. Et encore, ces PV ne disent pas. Le discours lu, c'est quand même un élément de preuve. Le discours. Mais qui c'est qui. Mais écoutez, on doit savoir qui a écrit ce discours. C'est ça les enquêtes. Qui a écrit ce discours? Nous avons une police quand même scientifique qui peut savoir qui a fait ce discours-là, qui l'a écrit. Parce que ce n'est pas les comploteurs là, les militaires là qui ont au niveau CM1 qui ont pu écrire un genre de discours pareil. Ils disent, nous ne connaissons pas, et on ne l'a jamais vu. Mais s'ils ne l'ont jamais vu, comment est-ce que c'est pas lui qui peut écrire le discours et le remettre? Alors, qui lui a remis ce discours-là? On dit que c'est un certain Zinsou Gilbert, qui lui aussi, il est en fuite, exactement comme Ouédanou. Et c'est des amis d'ailleurs, Zinsou, et c'est lui qui aurait remis tout ça là à nos deux comploteurs qui n'ont aucun niveau pour écrire cela. Alors, est-ce que c'est Gilbert Zinsou qui a écrit le discours? Est-ce que c'est Ouédanou qui a écrit le discours? Mais aucune enquête. On ne nous dit rien de tout ça là. On appelle Aïvo pour dire que c'est le portrait type, c'est le robot, c'est l'homme qui peut être président de la République. Parce qu'il est propre, parce que... Quand même, il dit, Aïvo a dit, même hier quand même, vous me donnez trop là. Vous me donnez trop. Vous m'accordez trop d'importance. Dans tout ce Bénin là, c'est moi seul qui peut prendre la tête de ces gens-là. Parce qu'on a dit un intellectuel, je suis le seul intellectuel. Parce qu'on a dit un intellectuel propre, je suis le seul intellectuel propre, etc. etc. C'est difficile de dire certaines choses, mais Ahmed, puisque vous êtes là, vous dites les choses telles qu'elles sont et telles que vous les appréciez vraiment. Est-ce que votre client n'a pas manqué un peu de tact? Lorsqu'on va en une aventure politique, ça reste un fait. Votre entourage et autres. Parce que quand on suit un peu, on se dit, mais qui sont ces gens-là qui, à un moment donné, ont pu côtoyer le professeur Joël Aïvo? Oui, je sais que le professeur Joël Aïvo était à son premier essai. C'était son premier essai. Bon, l'amour, on ne peut pas lui reprocher cela. Vous savez, il y a même une enquête de moralité qui venait de l'université, de nos collègues à l'université, qui disait que Joël Aïvo, il est trop gonflé, il est ceci, cela, il est prétentieux, il veut toujours être chef, il veut toujours... Parce que c'était anonyme. Quand c'est anonyme, le Béninois, vous nous connaissez, nous écrivons tout ce que nous voulons. Mais on l'a désanonymé. Et donc, on a su qui sont ceux qui ont écrit des choses pareilles. Alors, donc, on peut avoir des ennemis, c'est sûr. Tout le monde a des ennemis. Mais jusqu'à ce que vous êtes par terre, et on va tirer sur vous par terre, je crois que ça, c'est monstrueux. Il faudrait que, je dirais que les vertus, en tout cas, que nous soyons beaucoup plus vertueux, n'est-ce pas, dans ce pays, pour pouvoir régler les choses de façon beaucoup plus objective. Alors, c'était quoi votre question, vous avez dit? C'est, comme on pourrait dire autrement, l'entourage de Joël Aïvo. Quand on suit le procès en même temps, enfin, on peut se dire, le citoyen lambda, sans a priori, il dit, mais qui sont ceux-là qui, à un moment donné, ont apporté le grain de sel dans ce qui se faisait? Vous savez, c'est une élection, c'est une campagne qui venait, qui se dessinait. Bon, certainement que le professeur Joël Aïvo a des moyens limités, vous savez.
pour être président de la République, il faut peut-être au moins 45 milliards. Je ne sais pas combien, 4,5 milliards, je ne sais plus combien, en tout cas des milliards pour cela. Il n'a pas les milliards. Je suppose, puisqu'il est enseignant comme moi, je suppose qu'il n'a pas de milliards. Donc, il peut se faire aider comme partout ailleurs. Zemmour en France maintenant se fait aider. Tous les candidats se font aider. Même au Bénin, même Yahi Boni se fait aider. Vous le savez très bien. Et on sait qu'il avait aidé, etc. Ça c'est partout. On vous aide. Donc, lorsque lui, il a un directeur de campagne qui s'occupe, n'est-ce pas, de ces aides-là, bon, il fait confiance à son directeur de campagne. Parce qu'on veut des aides, on veut quand même des moyens pour pouvoir aller loin. Il faut un moyen pour filtrer tout de même, non? Oui, mais vous savez, en principe, dans des pays démocratiques, ces comportements, n'est-ce pas, sont à bannir. On va mettre des taupes pour aller filtrer l'autre, etc. Vous affirmez trop là. Vous pensez que franchement c'est des taupes qui étaient aux trousses de Joël Aïbo, qui paraissaient comme des mécènes? C'était cela. C'était des taupes. Vous avez mené des enquêtes, vous? Non, je n'ai pas mené, mais qu'est-ce qui vous pousse à l'affirmer? J'ai suivi quand même l'instruction à la barre. Et je vous ai dit, le juge devait instruire à charge et à décharge. Il n'a posé aucune question à décharge. Aucune. À décharge. Toutes les questions étaient pour charger le professeur Aïbo. Et on a été obligé à me dire, mais au juge, mais on lui a rappelé ça, vous devez instruire à charge et à décharge. Vous ne pouvez pas rester là toujours à dire que c'est Aïbo, alors que le gars vous dit non, ce n'est pas moi. Alors, vous dites oui, c'est lui. Il dit non, ce n'est pas moi. Et ça suffit pour condamner quelqu'un à 10 ans d'emprisonnement ferme. Nous sommes dans quel pays? Et j'espère que ça ne va pas durer tout le temps, cette façon de juger. Nous n'avons plus de justice dans ces conditions. Heureusement qu'il y a une autre justice qui est là, qui continue, vaille que vaille, n'est-ce pas, à laver l'honneur de la justice béninoise. Mais cette justice criétale qui... Non, moi je vous dis, je ne vais pas cacher tout le temps sur la criette. Il y a peut-être des dossiers que je suis avocat. Quelqu'un me dit, mais vous avez toujours critiqué la criette, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Je suis avocat. Si un client me dit, mais je préfère que tu ailles à la criette parce que dans tel dossier, ce n'est pas un dossier politique, bon, je peux le faire. Mais lorsque c'est un dossier politique, attention. Parce que la criette a été créée pour ça essentiellement. Bon, c'est vrai que... Vous le dites avec conviction. Oui, je le dis avec conviction. La criette est créée pour un dossier politique. Je l'ai toujours dit. Alors, quand ce n'est pas politique, M. Gbagbo peut aller plaider. Dans ce dossier-ci, oui. Vous lui donnez quel qualificatif? Politique. C'est dossier politique. Donc, d'avance, c'est perdu, c'est cela? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Il paraît que la Guinée aussi a créé une criette. Pas il paraît, confirmé, oui. Une crief. Oui. Voilà. Elle n'a pas créé une criette. Terrorisme, elle a créé une crief, bon, au moins pour les délits économiques et financiers. Oui. Je peux encore accepter cela. Pourquoi? C'est où la différence? Mais les délits financiers, si l'enquête est bien menée, c'est souvent des gens qui ont détourné de l'argent. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent de nos contributions, etc. Et le terrorisme, le terrorisme, on sait le drame que ça crée, les dommages aux nations. Vous savez, le terrorisme, vous savez très bien que le Bénin ne connaissait pas jusqu'à il y a quelques jours les problèmes de terrorisme. Et justement, ce terrorisme est mis là, et ce n'est pas seulement nous aussi, malheureusement, dans beaucoup de pays francophones d'Afrique, on incrimine les gens de terrorisme dès qu'ils sont contre le pouvoir, dès qu'ils sont dans l'opposition, c'est des terroristes. Ce n'est pas de ce terrorisme-là que nous voulons. C'est le terrorisme qui met les bombes, n'est-ce pas, et qu'on connaît bien en Occident, qu'on commence pas à connaître aussi dans certains pays, peut-être au Mali, au Burkina Faso. C'est ce terrorisme-là, en Algérie, etc. C'est ce terrorisme-là qu'il s'agit. Ce n'est pas des opposants politiques qui, n'est-ce pas, qui ne sont pas d'accord avec la majorité, et dès qu'on les prend, on dit terrorisme. À la Côte d'Ivoire le fait avec comment il s'appelle, avec son opposant. Dans l'action, j'oublie les noms parfois. La Côte d'Ivoire le fait. La Guinée l'a fait. Ainsi de suite. Dans les pays africains, c'est ça. On appelle terroriste l'opposant. Ce qui est dans l'opposition. Il est terroriste. Mais ce n'est pas la définition du terrorisme.
Nous avons eu peut-être des terrorismes ici, avec Bob Denard. Et puis, c'est rare en tout cas que les terroristes viennent ici. Oui, on en a eu la dernière fois, une première fois déjà à Nati Tengou là-bas, le parc Panjari. On en a encore eu récemment. C'est ça le terrorisme. Ce n'est pas les Béninois opposants qui sont terroristes. Donc cette criette-là, cette criette avec le T qui est sonore, je crois qu'il vaut mieux peut-être enlever le T, trouver ou envoyer les terroristes ailleurs que de les envoyer à la criette. Les vrais terroristes, je veux dire. Sinon, c'est des faux terroristes, ils sont devant la criette. Et le cas de ce que nous venons de voir avec le professeur Ivor, c'est ça, c'est cela également. On vous dit qu'il est comploteur, complot contre la sécurité de l'État. Complot. Non, mais écoutez, n'oubliez quand même pas que Ivor a été rapporteur général de la commission Djogbenou. Nous l'avons connu quand même. Nous l'avons connu Ivor. Pourquoi il va passer de secrétaire, de secrétaire de la commission Djogbenou directement au terrorisme? Quand même. Ne peut pas se faire quand même de quelque chose comme ça. Non. Mais pourtant, on a vu des syndicalistes très chevronnés qui, après avoir pris le pouvoir, se sont métamorphosés et devenus presque le bourreau de leur population. Oui, vous savez. Oui. Donc le changement, c'est possible. Il n'a pas encore pris le pouvoir. Il attendait qu'il prenne le pouvoir avant de le juger. Ah bon? C'est un enseignant. Il a toujours été très probe. Moi, depuis qu'il est en détention, il continue toujours par lire les thèses de ses étudiants. Et je vous dis que moi, j'ai été dans des soutenances où c'était lui qui avait dirigé. Et il aurait pu refuser de continuer à corriger les thèses puisqu'il est en détention. Mais il a continué jusqu'à ce que ses étudiants soutiennent. Sans lui, mais les étudiants continuent toujours pas à lire à la prison civile de Cotonou. Alors, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un comme ça qu'on peut traiter de terroriste, qu'on peut traiter de comploteur, qu'on peut traiter de tout ce qu'on veut. Non. C'est parce qu'il s'est présenté à l'élection. Il a voulu se présenter à l'élection présidentielle. Et nous savons que dans 2 ou 3 jours également, il y aura un autre cas. En entendant de revenir sur ce cas, il s'agit d'accusations suffisamment graves, on l'a souvent rappelé. Mais, maître, vous avez rappelé tout à l'heure ce qui est votre conviction lorsque les dossiers ont une coloration politique, c'est presque perdu d'avance. Oui, c'est perdu d'avance. Et vous dites que ce dossier est politique. Comment expliquer alors la présence des avocats? Vous voyez en train de perdre un dossier, et pourtant vous vous présentez pour défendre. C'est le nerf de la guerre qui dit cette posture, ou ça rime à quoi? Non, il n'y a pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les avocats ne sont pas là que pour l'argent. Je ne vais pas parler de moi, j'espère que d'autres parleront de moi. Mais dans ce dossier à Ivor, nous n'avons pas pris un seul sou. Ah bon? En tout cas, moi, je n'ai pas pris un franc. Je n'ai pas pris un franc. Et pour aller plus loin, parce qu'il faut quand même que les gens sachent, il m'a envoyé de l'argent. J'ai dit non. Ce dossier que je suis en train d'étudier, ce n'est pas un dossier simple. Je ne veux pas de l'argent. En tout cas, pas maintenant. Quand tu seras peut-être dehors, nous pourrons parler d'argent. Mais pour l'instant, tu es dans un piège. Je préfère travailler avec d'autres avocats, avec le bâtonnier de Sous, par exemple, et d'autres, pour que tu puisses sortir. Alors, vous dites que pourquoi est-ce que nous savons que nous connaissons le verdict, et à peu près, et que nous, quand même, nous continuons toujours par aller défendre. Oui, vous savez, c'est l'injustice. L'avocat, je l'ai dit peut-être plusieurs fois ici, notre problème, c'est la liberté. Lorsque nous savons qu'il y a une injustice, de par l'État, parce que l'État, c'est une machine, une grande machine. Et si on a créé les droits de l'homme, c'est d'abord contre l'État, qui écrase tout sur son passage, qui écrase les individus sur son passage. Parce que l'État, celui qui est, on le dit tout le temps, celui qui est à la tête de l'État, il a tous les moyens. Il peut vous faire, c'est ce que nous sommes en train de voir, il peut vous faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il a les moyens, et beaucoup de gens te disent même ça. Ah, le gars a le pouvoir, vous voulez que moi je l'affronte? Non, je ne veux pas. Parce que quand on est à la tête du pouvoir, on a tout. On a la police, on a la gendarmerie, on a tout ce qu'on veut à sa disposition. Alors, les avocats, notre rôle, justement, c'est d'aller contre cette machine puissante
qui peut être injuste. Nous sommes contre l'injustice. Nous voulons la justice dans la cité. Et c'est ça qui amène la paix. S'il n'y a pas la justice, il y a le désordre dans la cité. C'est en ça que les avocats sont utiles. Ce n'est pas seulement l'argent. Oui, bon, évidemment, nous ne travaillons pas gratuitement, ça c'est sûr. Nous devons vivre, nous devons faire tourner nos cabinets, etc. Mais, tout n'est pas basé sur l'argent. Nous savions ce que c'est que la criette. C'est pourquoi on a dit qu'on est déçus. Nous savons ce que c'est que la criette. Nous savons bien qu'on n'est pas surpris. Mais on s'est dit quand même que... D'abord, vous savez, quand on a appris que c'était une femme qui était présidente de la Cour, ça a soulagé certains. C'est-à-dire, les femmes au moins, elles sont un peu plus justes. Elles sont sentimentales, c'est des mamans, etc. Donc nous, on s'est dit, bon, peut-être... Que vous allez flatter un peu son ego. Mais pourquoi pas? Parce que le problème, le truc, l'avocat est là pour tout ça. Nous sommes là pour dire le droit, c'est vrai. Nous sommes là aussi pour séduire. Nous devons séduire aussi. Parce que pour convaincre, il faut séduire. Donc, des gens comme le bâtonnier Robert Dossou, vous imaginez, qui était là-bas, nous, on s'est accroché à sa robe pour dire, bon, voilà quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, voilà quelqu'un qui a joué un grand rôle en matière politique dans ce pays, en matière judiciaire. On ne peut pas le voir comme ça et ne pas défendre celui qui est, n'est-ce pas, tombé dans le puits, celui qu'on a poussé dans le puits. En plus de ça, vous savez, moi je suis quand même professeur à l'université. J'ai été doyen de la faculté de droit, à Ivo aussi. Donc il y a quand même certaines, je dirais, intimités, n'est-ce pas, entre nous. Donc je ne peux pas voir quelqu'un comme ça, qui est par terre, et tirer encore sur lui. Surtout que j'ai ma robe d'avocat. C'est ça, je crois, notre profession. C'est ce qui fait que la beauté de notre profession. C'est ça, ce n'est pas l'argent qui fait la beauté de notre profession, non. C'est le fait d'aller défendre, n'est-ce pas, celui qui est au fond du trou. Le sortir. Nous avons pensé que nous pouvons le faire, c'est vrai. Et vous avez dit, en plus, il y avait une femme. Oui, tout cela, vous savez, la séduction. Donc vous attendez vraiment à la séduire, oui, tout à fait. Et on se dit quoi? Mais au moins la liberté, l'acquittement de ces gens-là. Vous pensiez sérieusement que c'était possible? Pourquoi pas? Vous savez, l'avocat est prêt à se sacrifier pour que celui qui est rabaissé, n'est-ce pas, puisse se relever. C'est normal. Nous avons cette fibre-là. Vous savez, les avocats, la robe que nous portons, c'est vrai qu'elle est noire, mais c'est comme ça qu'on s'habillait au Moyen-Âge. C'est comme ça que les prêtres s'habillaient. C'est la même robe que les prêtres portaient que les avocats aussi portent. C'est-à-dire, nous avons une vocation, tout comme les prêtres. Et ce n'est pas surprenant que vous voyez beaucoup de gens qui ont fait le séminaire qui se retrouvent encore dans le corps des avocats. Parce que justement, cette magnanimité, je dirais, le pouvoir de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, c'est ça l'avocat finalement. Nous avons une vocation, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à défendre le faible, tout comme le fort, le patrimoine, tout comme la liberté. Alors, si je défends quelqu'un qui a un grand patrimoine, il ne va quand même pas me laisser partir. Ce serait de l'escroquerie. Mais celui qui a sa liberté, qui est entravé et qui n'a rien, mais nous sommes obligés de défendre. Et dans les pays, c'est organisé. Il y a des aides juridictionnelles pour apporter, pour que l'avocat quand même puisse aller défendre et puis vivre aussi. Donc c'est les deux. Et donc nous n'avons pas pris le dossier à Ivo parce que nous savons qu'il va nous donner de l'argent. Non. Donc la preuve c'est que lui-même, il est dans de beaux draps. Donc comment il peut nous donner de l'argent? Comment dans ces conditions? Si c'est l'argent que nous suivons, nous n'allons pas défendre Ivo. Alors, à l'issue du verdict, la posture de tous est de regarder vers l'avenir. Que va-t-il se passer? Le collège d'avocats officiellement dit qu'il va aviser. À quoi doit-on s'attendre? En tout cas, moi, je vais vous parler de moi. Moi, je trouve que c'est complètement inutile d'aller en appel. Complètement inutile. C'est les mêmes personnes. C'est la même cour. Si encore c'était une autre cour, si on pouvait quitter cette cour pour aller, n'est-ce pas, à la cour normale, oui, on pourrait le faire. Mais c'est les mêmes personnes qui sont là. C'est le même procureur spécial.
Il reçoit les ordres, justement, de ces mêmes supérieurs hiérarchiques. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qui va changer en temps? Rien ne changera. Puisque si ça devait changer, c'est hier que ça devait changer. Après 8 mois d'enquête et abracadabrante, je dirais. Parce que, vous vous rappelez très bien, on avait dit que c'était un flagrant délit, après on est revenu là-dessus, etc. Tout cela pour perdre du temps. Et subitement, on n'a pas compris pourquoi on s'est arrêté ces derniers jours pour vite. Est-ce qu'il y a des pressions ailleurs pour qu'on dise, bon, il faut les juger d'abord. Moi, je vous dis quelque chose. Vous avez posé la question, pourquoi on est quand même parti? Oui. Vous savez, la dernière fois, il y avait 2 autres. Bon, après, il y a eu beaucoup d'autres après. Mais il y a eu M. Tameyon et M. Montonji, bon, qui ont bénéficié quand même d'une liberté, d'une certaine liberté. Alors, nous, on s'est dit, en tout cas, moi, je me suis dit, qu'il y a une certaine ouverture. C'est vrai qu'eux ne se sont pas présentés à l'élection présidentielle, mais ce n'est pas une raison pour condamner des gens à 10 ans parce qu'on se présentait à l'élection présidentielle. Ils étaient dans l'opposition. Il ne s'est pas présenté. Il a voulu se présenter, Joël Aïvo. Oui, en plus, vous voyez. Donc peut-être que c'est cela. Il faut décourager à jamais des gens comme ça qui sont... Non, les autres... Mais professeur Bago, soyez sérieux. Je fais une comparaison. Juste parce que quelqu'un a envie de se présenter, il faut le punir. Je fais une comparaison. J'ai parlé tout à l'heure de Joseph Tameyon et du ministre Montonji Jean-Alexandre. Oui. J'ai vu, moi j'étais là, honnêtement, je vous avoue que j'étais là avec eux du début, comme hier, jusqu'à 21h, de 9h jusqu'à 21h. Je ne pensais pas qu'ils allaient bénéficier de cette largesse-là. Je ne vous y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. C'était une bonne surprise pour moi. J'ai même applaudi le procureur spécial lorsqu'il a dit il bénéficie des garanties. Est-ce que ce n'est pas justement parce que le procureur n'avait pas suffisamment d'éléments contre eux? En tout cas, les éléments en possession étaient tels que, bon, on pouvait leur demander de partir. C'est la même chose maintenant. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre... C'est pourquoi je parle de... Le seul point qui différencie ceux-là et Aïvo, oui, c'est que eux se sont présentés à l'élection présidentielle. Celui-ci a voulu, tout comme Rekia Madougou bientôt. On verra bien ce qui va se passer. Mais je ne serais pas surpris que Rekia soit... Tout le monde le dit déjà dans le pays. Personne ne serait surpris si Rekia a été condamné. Mais si on peut l'élargir, si on peut l'acquitter, ce serait formidable. Nous allons applaudir au moins pour une fois la criette. Mais comptez sur moi. Tout est déjà fait avant que nous ne parlions ici. Tout est déjà réglé, n'est-ce pas? Elle sera condamnée aussi. Donc je vous disais que c'est parce que... Pourquoi est-ce que... Maître Bago, oui, vous dites elle sera condamnée aussi. Vous êtes péremptoire. Je le suis. Mais vous serez là, le jour J. Je veux bien qu'on me démentisse. Je veux bien que les faits me démentissent. Je serai le premier à applaudir. Et peut-être, je vais dire, faisons peut-être appel pour arriver. Parce que si on a libéré celle-ci, c'est peut-être qu'on peut encore espérer quelque chose en appel. Mais moi, vous comprenez avec moi que tout ce qui se passe à la Criette, c'est des choses qui sont déjà... En insistant sur le fait que oui, les carottes étaient cuites depuis, oui, je suis tenté alors de vous demander, mais les carottes cuites à quelle fin? Je ne peux pas savoir, je peux deviner, mais si je devine encore, vous allez me dire pourquoi j'ai fait cette projection dans le futur. Je me dis que peut-être qu'on pense déjà l'après 2023, l'après 2021, l'après 2000, ceci, cela. Et bon, on met les choses en place pour baliser la route, pour soit revenir, soit remettre quelqu'un d'autre qui va veiller, n'est-ce pas, sur les arrières. C'est des choses comme ça. Nous sommes en démocratie, normalement. Le Bénin a été quand même l'un des pays en Afrique les plus respectés en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme. C'est dommage qu'aujourd'hui, on invite des pays démocratiques africains, n'est-ce pas? Je ne sais plus si c'est à Washington ou ailleurs. Oui, à Washington, oui. Ce sommet sur la démocratie. Et qu'on n'invite pas le Bénin. Après 30 ans. Après 30 ans d'exercice de démocratie démocratique, vraiment on était vraiment acclamés partout. Et voilà ce que ça donne, patatras. Et vous voulez que des intellectuels se taisent longtemps, des avocats se taisent, qui ne prennent pas leur rôle pour aller défendre la démocratie? C'est ce que nous avions fait, monsieur Joël. Alors, lorsqu'il s'agira donc de ce procès attendu pour le 10 prochain, vous y serez aussi,
mais déjà la mort dans l'âme. Bon, je ne suis pas constitué pour Madame Rekia Madougou, mais il se peut que je fasse un tour dans la salle ce jour-là, avec ma robe sous la main, parce que je ne sais jamais. Si ce que je dis ici ne fait pas plaisir, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est pourquoi je vais avoir ma robe sous la main. Peut-être qu'en voyant ma robe, on va me respecter un peu. Non, mais pourquoi être si pessimiste? C'est la criette. C'est tout. La réponse est la criette. La réponse était la criette. Si c'était les cours d'assises que nous avions eus, bon, je vous assure, M. Etonji, moi, la première fois que j'ai plaidé à un cours d'assises au Bénin, tenez-vous bien, le procureur avait demandé 20 ans d'emprisonnement. C'était une dame qui avait malheureusement assassiné la fille de sa co-épouse. C'était mon premier dossier. Et lorsque on a fini, vous savez à combien on a condamné la dame? À 5 ans d'emprisonnement. Combien? 5 ans? 5 ans. Le procureur avait requis 20 ans, mais le juge a donné 5 ans d'emprisonnement. Et la dame a déjà passé les 5 années en détention. Donc, elle devrait être libérée. Vous savez, c'est ça l'avocat. Nous sommes fiers de faire cela parce qu'on a compris pourquoi elle est arrivée à ce point-là. On a compris pourquoi cette dame-là, on a essayé de voir le parcours de cette dame, pourquoi elle est arrivée à assassiner sa belle-fille. Elle a eu 5 ans. C'est ça la justice. C'est atroce. Hein? C'est là où la justice. On ne pourra pas vous demander de nous conter l'histoire, mais meurtre et a obtenu 5 ans. Parfois, quand on entend ça, on dit les avocats là aussi. Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça, rapidement. Parce que le mari a reconnu que c'est sa faute. Ok. Que c'est sa faute. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était la faute du mari. Et il a reconnu. Et on lui a demandé même, moi je lui ai posé la question, si on voulait libérer votre femme ce soir, qu'est-ce que vous allez faire? Et il dit, mais je serai très content, je vais la reprendre chez moi. Alors, on se tourne là vers le jury. C'est pour ça que quand on a supprimé le jury, c'est pas bon. On se retourne vers le jury pour dire, voilà, le monsieur même dit, la victime, à qui son enfant a été tué, voilà que la victime vous dit, c'est ma faute de... Et la victime vous dit, ce soir, libérer ma femme, je la prends, je la reprends. On a dit, ah bon, elle n'est pas meurtrière. Elle dit, non, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait tout cela. Je reconnais cela. Elle n'est pas comme ça. Ce sont mes agissements. Libérez-moi ma femme ce soir. Je vais dormir avec elle. Très émouvant. Ça fait 5 ans que je n'ai plus couché avec elle. Parce que l'autre est parti, évidemment. Ça fait 5 ans que je n'ai plus couché avec une femme, avec ma femme. Laissez-la moi, je veux partir avec elle. Voilà comment ça s'est passé. C'est ça, la justice. Et on nous supprime les cours d'assises sans... Alors, dans ce dossier, Joël Aïvo, tout espoir n'est pas perdu. On peut le dire. Il y a encore une ouverture. La grâce présidentielle, qu'en dites-vous? Vous savez, on m'a posé cette question-là hier. Et j'ai répondu, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Faire simple, c'est l'acquitter, c'est le libérer. Faire compliqué, c'est le condamner et maintenant une grâce présidentielle. Ça, c'est à Est-ce que ça fait compliqué, vraiment? Ça fait compliqué. Imaginez, quand est-ce que la grâce va arriver? Est-ce qu'il sera encore vivant dans les geôles? Non, mais soyez optimiste pour lui. Je n'en sais rien. Vous savez, il est dans des conditions, on l'avait mis dans des conditions atroces. Mais vous savez, on n'en sait rien, la grâce présidentielle. Bon, si on veut. Mais ce n'est pas, nous ne battons pas pour cela. Nous nous battons pour l'acquittement. Il n'a rien foutu, il n'a rien fait. C'est injuste ce qui se passe. Alors, donc, s'il y a une grâce, c'est parce qu'on sait que c'est injuste, cette condamnation. C'est pour ça qu'il y aura grâce présidentielle. Et quand? À quand la grâce présidentielle? Bon, si on peut le gracier demain, c'est bon. Si on peut le gracier avant le 31 décembre pour qu'il aille fêter à la maison avec sa femme et ses enfants, ce serait bien. Si vous étiez chef d'État, vous feriez ça? Mais je ne vais même pas le condamner. Je vais dire, acquittez-le. Il ne faut pas faire de confusion. Ou alors je dirais... La CRIET, ce n'est pas le chef de l'État, non? Je n'en sais rien, monsieur. Ah oui, bon, alors je vous dis, si vous étiez chef d'État, est-ce que vous allez passer à la grâce et tout de suite et maintenant? La CRIET n'existait pas avant 2016. La CRIET existe après 2016. Alors je ne sais pas si c'est chef d'État ou pas. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais bon, je ne pense pas qu'il soit trop étranger à cela. Mais si vous avez un conseil à donner à Joël Aïvo, parce que depuis la prison, il en aura besoin, que faut-il faire? Des démarches pour aller rapidement à la grâce présidentielle? Qu'est-ce qu'il a fait pour la grâce? Il n'a rien fait. Vous l'avez entendu vous-même. Il dit, je porte ma croix depuis 8 mois.
je continue toujours par la porter. Il a dit à la présidente, mais écoutez, je n'ai rien fait. Mais si vous voulez me condamner, bon, je suis béninois comme vous, faites ce que vous voulez. Je n'ai rien fait. Vous voulez me condamner, bon, allez-y. C'est un courage extraordinaire. C'est un courage extraordinaire. Qu'est-ce que je vais conseiller encore à quelqu'un comme Ismaël? Je peux rien. Quel conseil je vais lui donner? Le seul conseil que je peux faire, c'est de le défendre. Ce n'est pas ma robe d'avocat et de défendre cette injustice-là. Pour que la justice, n'est-ce pas, brille dans ce pays, au lieu de l'injustice criarde. C'est une injustice extraordinaire. Maître Gbagbo, si vous devez conclure l'émission, vous diriez? Mais ce que je dirais, c'est que c'était un procès politique. Aïvo n'a jamais été comploteur. Il n'y a aucun élément de cette infraction qui peut s'appliquer à Aïvo. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en droit français, il y a l'imputabilité. Tout ce qui se passe ici, on ne peut qu'imputer ça à M. Kwedanou et à son comparse qui est M. Zinsou Gilbert. Kwedanou Arnaud, Zinsou Gilbert, c'est les deux-là à qui peuvent être imputés le complot contre l'autorité de l'État et le blanchiment de capitaux. Je vous ai dit que mon collègue Aïvo Joël a été dans la commission, vous vous rappelez, la commission Djogbenou pour la relecture des institutions. Il a participé, ça il n'aime pas qu'on le dise, mais je le dirai quand même, il a participé à l'événement du président Talon. Il a beaucoup travaillé derrière. Mais est-ce que c'est parce que, à un moment donné, je ne suis plus d'accord avec vous que vous allez me traiter de cette manière? Et lorsque vous lisez l'arrêt de renvoi, je n'ai jamais vu ça. On dit, ça ne peut être que le professeur Aïvo. C'est-à-dire tout ce qu'on dit là, ça ne peut être que le professeur Aïvo. Et l'homme est le portrait robot de Aïvo, etc. Bon, bref, parce qu'il a dit 5 ans, c'est 5 ans, donc c'est lui qui devait prêter serment à Porto-Novo le 6 avril 2021. Est-ce que c'est sérieux tout ça là? Est-ce que c'est comme ça qu'on instruit un dossier? Prendre la faute, l'infraction de l'un pour venir plaquer ça sur Aïvo. Alors moi j'aurais aimé bien sûr qu'on sache ce que sont devenus Kwedanou Arnaud et Zinsou Gilbert, parce que je sais que la solution est là. La solution est là. Ils nous diront si vraiment il y a un complot contre l'autorité de l'État, si vraiment il y a eu blanchiment de capitaux, si tout cela n'est pas quelque chose qui est forgé pour pouvoir condamner, n'est-ce pas, des opposants à 10 ans d'emprisonnement et à 45 millions d'amende. Joël Aïvo, victime d'un complot, c'est une autre grosse interrogation qui sera peut-être élucidée un jour. On suit de près. Mais pour l'instant, la seule voie qui semble plausible reste la grâce présidentielle. Que va-t-il se passer? Une grâce qui suivra de sitôt. On suit aussi de près. Chers tous, merci pour l'attention. Merci à vous, Maître Gbagbo, pour la disponibilité. Ce fut un plaisir. À très bientôt pour notre plateau, toujours avec le même entrain. Au revoir. Merci.